Clap, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles. J'espère que vous allez bien. Les amis, on commence par une stat aujourd'hui. 70%. Plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos Mindfit ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc vous faites pause, vous abonnez à la chaîne, et puis vous remettez play. Et là maintenant, c'est l'occasion de présenter notre invité du jour. Je t'en prie. Vassilis Iliopoulos. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nutritionniste certifié par Mac Nutrition Uni. Donc un cursus de nutrition evidence-based qui vient des Royaumes-Unis. Ouais. Et mon travail, ça se situe au niveau de, je vais dire, la vulgarisation scientifique et surtout orienté vers le debunk de mythes qu'on peut retrouver, non seulement les mythes un petit peu populaires qu'on peut entendre par-ci par-là, par exemple les édulcorants sont toxiques, Ouais, tout à fait. et puis parfois les mythes qui sont même imprégnés dans le milieu du fitness, parce que on a tendance à contrebalancer un problème par un autre problème, donc un mythe, et puis on va dans l'extrême inverse. Et puis par exemple, j'ai cité, je ne sais pas si tu as pu regarder hier justement mes stories où je parlais des œufs et du cholestérol sanguin. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait, j'ai regardé un petit peu. Et on était dans ce paradigme où manger un œuf allait te tuer d'un arrêt cardiaque le lendemain. On était presque à ce niveau-là. Et puis on a contrebalancé le problème où c'est bullshit, 10 œufs par jour si tu veux, aucun problème. Tu vois. Et donc j'essaie justement de remettre un peu les données scientifiques au centre de ça et mettre un petit peu du côté pratique, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas comme toi ou moi qui sommes des sportifs, etc. Et remettre ça aussi pour l'individu plus lambda. Ce qui est parfois plus compliqué, j'ai l'impression aussi, parce que la personne lambda qui n'est pas... on tend, je trouve, vers une chose positive. En tout cas, je parle ici pour la Belgique et par rapport à ce que j'ai pu constater moi. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes se mettent à l'activité physique et ou au sport, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent sur les termes, ce que je peux comprendre. Mais pour les personnes lambda qui ne pratiquent pas de sport, il faut quand même privilégier parfois une alimentation saine. Et j'ai l'impression que les personnes qui pratiquent déjà une activité sont déjà plus enclins à amener le changement par rapport à leur alimentation, chose que des personnes lambda ou qui ne pratiquent pas encore d'activité sont parfois un petit peu plus réfractaires en fait à l'idée de changement. C'est comme ça que je me suis intéressé à la nutrition par rapport à l'activité physique. Donc je peux pas blâmer les personnes qui font pas d'activité physique et puis qui font pas trop attention. Et c'est pour ça que je mets parfois l'accent sur certains points que j'appelle qu'on appelle en anglais low hanging fruit. Donc le fruit facile à cueillir, donc la solution qui demande un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'individu lambda. Ouais, tout à fait. Il y a déjà pas mal de choses que j'aimerais mettre en avant de parler un petit peu des questions qu'on m'a posées, sur lesquelles on pourra amener comme sujet. Comment t'es venu l'idée de créer ton Instagram ? Est-ce que c'est venu directement après tes études et tu t'es dit ok, je vais créer des thématiques simplifiées qui vont droit au but, ou il a fallu d'abord chercher avant d'avoir cette idée? Ok, alors comment j'ai créé mon Instagram? C'était lié à mon activité professionnelle. En fait, à la base, mon Instagram était quelque chose de tout à fait privé, où je mettais mes trucs de sportif. Donc j'ai fait de la compétition en boxe anglaise, et puis je mettais mes combats, mes trucs comme ça, et ça n'avait rien de spécifique à l'activité professionnelle. Je pouvais parler un peu de nutrition parce qu'en fait, moi je me suis intéressé à la nutrition par rapport à l'activité physique. Parce qu'en fait, à la base, j'étais pas l'athlète le plus doué que tu connais un petit peu, un peu l'athlète qui mange un peu n'importe quoi, qui boit de l'alcool la veille et puis que le lendemain fait sa meilleure performance. Oui, justement, ça me fait trop penser justement à une anecdote d'Eden Hazard qui était encore à l'époque à Lille, qui avait fait une beuverie et puis qui avait claqué, je crois, un doublé qui avait gagné le match 3-0 alors que tu étais déjà en Ligue 1, quoi. C'est des choses... Il y a des mecs comme ça qui sont doués génétiquement et qui n'ont pas trop besoin de se prendre la tête. Bon, on ne parle pas de l'aspect santé, on parle juste de l'aspect performance, qui sont tellement doués, qui sont meilleurs que les autres. Et j'étais pas cette personne. Donc, parce que j'étais tellement dédié, tu vois, dans mon truc, c'est que tout ce que je pouvais faire pour améliorer mes performances, je l'aurais fait. Et en fait, j'ai commencé très jeune à l'activité physique. Ouais. Et je me suis intéressé très vite à la nutrition. Donc,
Mon Instagram contenait quand même un petit peu de nutrition, mais ça n'avait pas pour but de toucher des personnes, etc. C'était juste parce que j'étais un peu un passionné. J'ai toujours été un passionné. Je savais que ça touchait très bien à ma performance. Et vraiment, cet aspect de nutrition me plaisait. Donc, je mettais quelques trucs de nutrition. J'avais pas beaucoup de followers. Et quand j'ai commencé mon activité professionnelle, évidemment, ça s'est développé plus sur le côté nutrition. Parce que c'est là où j'ai plus de connaissances, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui font du très bon travail, je trouve, en termes d'activité physique, qui donnent des très bons conseils en prépa physique. Et peu de personnes, d'après moi, qui donnent des bons conseils en nutrition. Donc, je pensais que c'était une bonne idée de baser mon Instagram sur la nutrition. C'est réussi, là, pour le moment, en tout cas. Je vois qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ton travail en plus. Donc, merci. Moi, le premier, c'est une bonne chose. Et j'en viens à rebondir, justement. Comment est-ce que tu es arrivé? Parce qu'on va parler, évidemment, du livre que tu as écrit en partenariat, je pense, avec Christophe Bonnefond. Comment est-ce que tu es arrivé à tout doucement avoir des connexions au niveau de la France, à connaître davantage de personnes? Est-ce que c'est eux qui sont intéressés à toi par rapport à ce que tu présentais comme travail? Oui, alors en fait c'est Christophe qui m'a... Bon, il faut savoir que Christophe est un petit malin. Ouais. Est un petit malin. Donc si tu m'entends Christophe, je te dis que tu es un petit malin. Et en fait Christophe voit un petit peu les personnes qui donnent du contenu, parce qu'il sait très bien qu'en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortent un peu du lot. Je me mets pas forcément en avant, mais... Ouais, voilà, mais bon, appelons un chat un chat. Sortent un petit peu du lot, qui donnent des conseils un petit peu différents, qui mettent un peu en avant plus la littérature scientifique, etc. Ouais. Et il était abonné à moi, on se parlait un petit peu comme ça. Et puis... un matin, il m'a dit Vas, donne-moi ton numéro de téléphone. Bon, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'appelle. Vas, est-ce que ça te dit d'écrire un livre sur les produits laitiers? Oui. Voilà. Voilà. Parce que, voilà, il avait repéré que j'avais les capacités de faire ça et de quelque chose qui pouvait sortir un petit peu du lot. Donc voilà. J'ai écrit le livre parce que Christophe est un petit malin. On peut dire ça. Ok, magnifique. Ça a été un travail de quoi? De 1 an pour cette écriture? Je dirais même un petit peu plus. Un petit peu plus parce que le livre était aussi un petit peu plus gros à la base. Ouais. Et j'ai coupé certaines choses, j'ai simplifié certaines choses. Bon, certaines personnes pourraient peut-être dire que c'est parfois un peu encore détaillé sur certains points. C'est simplifié, j'ai essayé de vraiment faire au maximum pour que le maximum de personnes comprennent. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pas facile de vulgariser. C'est pas facile de vulgariser à l'écrit. Donc, par exemple, là, je me rends compte que j'ai commencé à faire plus de vidéos et les gens me comprennent beaucoup. En vidéo, les gens me comprennent, j'arrive à vraiment bien expliquer en vidéo. À l'écrit, les gens sont parfois un peu plus, ont parfois un peu plus de difficultés. Donc, j'ai essayé de faire un maximum, c'était pas facile en écrit. Ouais. Voilà. C'est une très bonne chose. C'est un livre qu'on mettra d'ailleurs dans la description, qu'on essaiera d'afficher ici à l'écran au montage. Ce qui s'appelle d'ailleurs... Donc, le lait... Donc, je précise, c'est que le livre s'appelle Le lait, mais ça touche les produits laitiers de manière générale. Donc, yaourt, fromage, etc. Parce qu'il y avait des personnes qui disaient « Ah non, mais moi, je bois pas de lait, mais je mange du fromage, donc le livre va pas m'intéresser. » Il y a beaucoup sur le fromage, il y a beaucoup sur le yaourt. Yaourt grec surtout. Hein. Mais voilà, c'est les produits laitiers de manière générale. Donc, le lait, Ange ou démon, écrémez vos préjugés. Donc, dans le sens... Ok, on a encore une fois 2 extrêmes. Les personnes qui pensent que les produits laitiers sont absolument indispensables. Les personnes qui pensent que les produits laitiers sont le démon, vraiment. Voilà, qu'un verre de lait va vous provoquer, on entend un tas de choses. Effet inflammatoire, perméabilité intestinale, maladie auto-immune, des trucs parfois terrifiants. Et en vérité, c'est pas l'un ou l'autre et ça dépend du critère d'évaluation sur lequel on se base et des quantités. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important en nutrition, c'est que la relation entre les aliments et un résultat de santé n'est pas toujours linéaire. Donc par exemple, on peut se trouver avec des aliments qui diminuent le risque jusqu'à un certain point et puis augmentent le risque. Donc un exemple qui est facile à comprendre, c'est le café. Donc, le café, à petite dose, généralement jusqu'à 3 tasses de café par jour, diminue le risque de certaines choses comme les maladies cardiovasculaires. Et puis, on voit une augmentation. Donc,
ça s'appelle une courbe en forme de J. Donc, on a une diminution et puis à plus haute dose, on a un effet neutre et parfois un effet délétère à plus haute dose. Donc... Ok, ça parle. Très bien. Bah écoute, c'est déjà pas mal d'informations. On va commencer par quelque chose, parce que j'ai certains de mes clients, forcément pas certains, mais quand même beaucoup, qui viennent aussi pour de la perte de poids, en expliquant évidemment que oui, l'activité physique peut aider à la perte de poids, elle peut y contribuer, mais c'est pas le but principal. Et ils me parlent souvent de régime cétogène. Pour le moment, c'est celui à la mode qui revient, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y a le régime paléo chez les crossfitters, on en parlait beaucoup il y a 5-6 ans, j'en entends un peu moins parler, moi, par rapport à là où je me situe, mais le régime cétogène, utiliser les graisses, puiser dans les graisses pour perdre du gras, etc., revient à la mode. On a le régime carnivore sur lequel on va s'attarder aussi un petit peu avant de passer aux autres questions. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens font des régimes particuliers parce qu'ils en ont entendu parler, notamment le régime cétogène, en oubliant les bases de ce fondement, pourquoi ce régime a été fait à la base. Il me semble que c'était pour les épileptiques à l'époque. Il est efficace pour les épileptiques. Voilà, c'est ça. Mais ils oublient qu'un régime, c'est un régime, mais que la base des bases, c'est le déficit calorique. Ouais. Est-ce qu'on sait en parler un petit peu plus de ça ? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc là, on se focalise sur le côté perte de poids, c'est ça, sur le régime. C'est ça. Ok, donc vraiment sur le côté perte de poids, ce qui est important, c'est qu'on a différents régimes, que ce soit cétogène, paléo, entre parenthèses, le paléo peut être cétogène ou non, parce qu'en fait, le cétogène c'est seulement un état métabolique qui va être créé par une alimentation à faible teneur en glucides. Donc, si tu fais un régime paléo et que tu consommes très peu de glucides, tu vas être dans un état de cétose. Okay. Donc, on a le régime paléo, le régime cétogène, un peu de tout, le jeûne intermittent. S'il fonctionne, même je vais me dire les régimes plus connus, Weight Watchers et compagnie, s'il fonctionne, si vous perdez du poids, c'est que vous êtes en déficit calorique. Donc pour clarifier, parce que peut-être certains auditeurs ne savent pas ce que c'est un déficit calorique, c'est qu'on a notre maintenance calorique, donc la quantité de calories qu'on a besoin pour maintenir notre poids, donc qui va dépendre du métabolisme de base, mais aussi des dépenses qu'on va faire. Donc, par exemple, qu'on va faire d'activité physique, qu'on va marcher, on va créer des dépenses. Donc, si on a, par exemple, une maintenance calorique à 2500, il faut descendre nos apports sous 2500 pour perdre du poids. C'est ça. Bon, il y a certaines exceptions, comme le fait de prendre du muscle et perdre de la graisse en même temps, mais on ne va pas aller dans les exceptions. Là, on parle vraiment exclusivement de la perte de poids. Parce que si on part de ce principe-là, et ça pour moi c'est important à clarifier parce que les gens n'y croient pas. En fait, j'ai eu un client dernièrement qui m'a dit mais il faut en parler parce que moi j'y comprenais pas. Et je précise encore une fois que un coach n'est pas nécessairement un diététicien aussi, donc des conseils par rapport aux recherches qu'on a fait c'est bon, mais de préférence aller voir un diététicien ou une personne qualifiée en tout cas dans la nutrition plutôt que demander l'avis à Pierre, Paul ou Jacques. Il disait, moi je confondais ce qui est sain et ce qui fait perdre du poids. Donc lui, il pensait qu'en allant chercher du bio, mais il allait d'office perdre du poids. Et il dit, mais je ne perds pas de poids, ça ne marche pas. Je dis, ça veut dire que tu ne fais pas les choses correctement. Je ne dis pas que prendre du bio n'est pas mauvais, mais par exemple, si tu prends, je ne sais pas moi, j'exagère, 1 kilo de salade, avec des bonnes tranches de poulet bio, avec de la pomme, une vinaigrette bio, etc. Au final, si tu défonces toute la salade, tu t'es ingurgité énormément de calories, ça dépend de ce qu'on a mis dans la salade forcément, et il se dit, mais pourtant j'ai mangé une salade, ça ne va pas me faire prendre du poids. Ouais. Et c'est ça qui est important aussi, vraiment à clarifier pour les personnes, comme à contrario, si on mange qu'un burger par jour, un petit burger maison, ok, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais vous pouvez également perdre du poids en mangeant un burger. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est ça vraiment que je voulais appuyer aussi. Ouais. Donc pour revenir sur le régime cétogène, il va créer une perte de poids en créant un déficit calorique. Le problème majoritaire, c'est que si quelqu'un a réussi à perdre du poids avec un régime cétogène, il va créer sur tous les toits que c'est le régime cétogène en lui-même qui a créé la perte de poids. C'est la cétose en elle-même qui a créé la perte de poids. Et ça devient vraiment un mouvement un peu sectaire. On peut voir des choses un petit peu bizarres et parfois des dérives, un peu comme dans tous les mouvements. Plutôt que de dire, ok, j'ai réussi à perdre du poids avec le régime cétogène en créant un déficit calorique, ça veut dire que le régime cétogène est une option pour perdre du poids. Et que ce n'est pas forcément la seule façon. La meilleure. Voilà. Et le problème avec ça, c'est qu'on a une anecdote. On a une personne
qui a perdu du poids en régime cétogène et elle a une maintenance, on va dire, à 2500 calories. 2000 calories en régime cétogène, on va dire. Okay. Mais il y a deux variables qui ont changé. On va dire deux variables. Elle a diminué son apport calorique et elle a diminué son apport en glucides. OK. Et même augmenté son apport en lipides. La question, c'est quelle est la variable qui a fait perdre du poids? Et pour ça, on a besoin d'un groupe de comparaison. Et pour ça, on a besoin de la science. Donc, on a besoin d'un groupe de comparaison qui a la même quantité de calories avec un régime à haute teneur en glucides et à faible teneur en graisse. Donc, l'un est en cétose et l'autre ne l'est pas. Et ce qu'on voit dans la science, c'est qu'à calories égales, on a des résultats sensiblement identiques. Donc, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête. L'idée, c'est plutôt à quelle alimentation la personne va pouvoir adhérer. Et ce que j'aime bien dire, c'est que la magie dans l'histoire, c'est que on a différentes options qui peuvent convenir à l'individu. Et le problème, comme je disais dans l'industrie du fitness, c'est que certains coachs, pour contrebalancer un petit peu les fanatiques cétogènes, disent « Ah non, mais régime cétogène, bullshit, glucides, etc. » Non, c'est une option. C'est une option qui peut convenir ou pas à l'individu. Et quand on parle de régime à faible teneur en glucides, on n'est même pas obligé d'être cétogène. On peut dire, OK, je vais diminuer une partie de mes glucides et puis même une partie de mes lipides. Et oui, ça, tout à fait. Tu vois, donc c'est différentes options qui peuvent convenir à l'individu. Et je trouve ça génial. Parce que c'est vrai que, mais tout à fait. Et puis les gens oublient aussi, j'ai l'impression qu'ils prennent parfois les glucides comme étant le réel problème dans le régime alimentaire, si on peut parler de régime évidemment, hein, plutôt dans les habitudes alimentaires. Mais si on regarde un petit peu le ratio protéines, glucides, lipides, et je sais forcément que l'alimentation ne se résume pas à ça, principalement, c'est ce qui revient un peu partout chez les pro-nutrition, c'est que les glucides, par rapport à 1 gramme de glucides, en termes de calories, je pense qu'on est à 4 ou 5 calories le gramme de glucides pour 9 calories pour le gramme de lipides aussi. Donc attention à pas prendre le faux diable quelque part. Exactement. Le problème, c'est que on est sur cette idée de densité calorique. Donc t'as bien parlé, c'est qu'un gramme de lipides, ça fait 9. 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories. 9 calories, 9 calories. Et le problème, c'est pas tellement quand on a des lipides qui sont inclus dans un aliment, comme par exemple l'oléagineux, l'avocat, etc. Pour moi, c'est quand on va isoler, par exemple, les huiles. Par exemple, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile dans sa salade. On n'a pas été plus rassasié que 100. Ouais. Tu vois? Donc on n'a pas cet effet de rassasiement. Et pourtant, on a rajouté les calories. Par contre, rajoute ces calories avec d'autres choses. Ça peut même être des calories issues de lipides comme des graines et des noix ou des glucides, des céréales complètes et on a quelque chose qui est beaucoup plus rassasiant. Et beaucoup plus quantifiable aussi. Parce que quand on verse comme ça avec l'huile, on se dit « Ah ouais, mais j'ai mis un peu d'huile, ça doit faire quoi, 20 grammes ?» Bah, t'as pas mis 20 grammes, t'as mis 80, 90 grammes. Donc après, t'étonnes pas de pas prendre du poids ou de prendre du poids, justement. Je suis d'une famille grecque où on ne compte pas l'huile d'olive. Hein. C'est la demi-bouteille dans chaque salade. Ah ouais, bah voilà. Mais bon, au moins, on y voit beaucoup plus clair. Donc, déficit calorique reste la priorité ou augmenter la dépense calorique aussi. Si on a si on a déjà un maintien par rapport aux calories de base, je veux dire, si on ne prend pas de poids et si on ne perd pas de poids non plus, ça veut dire qu'on a nos calories de maintien. Si on veut perdre du poids, on peut maintenir celle-ci, mais augmenter la dépense calorique via l'activité physique. Ouais, mais un truc important à comprendre, c'est qu'il faut bien expliquer aux gens que les calories comptent toujours, parce que oui, on peut dire à une personne... Augmente. Donc tu en maintiens à l'heure actuelle et puis tu vas faire par exemple 4 séances de kettlebell par exemple. 4-5 séances de kettlebell pour être dans ton activité et puis on va brûler des calories. Le problème c'est que cette personne peut aussi dire j'ai fait du sport et donc je vais manger un petit peu plus. Et donc elle va arriver à son maintien. Ouf, ça c'est tellement le cas, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, on peut manger plus maintenant. Voilà, donc faut juste... Je pense que l'important, c'est que la personne comprenne. Parce que si la personne ne comprend pas les principes de base de la perte de poids, c'est problématique. Si elle se pense que, ok, c'est juste parce que j'ai pas mangé de glucides, c'est juste parce que j'ai augmenté mon activité physique. Non, il faut qu'elle comprenne vraiment cette idée de balance énergétique. Ok, magnifique.
Je voulais attaquer également, donc ça va rejoindre un petit peu les questions qu'on a reçues, c'est la fameuse diète carnivore. Ok, régime carnivore. Donc normalement on avait Michael Salgado, donc Loco by Motion, qui devait être ici aujourd'hui, mais malheureusement pour des raisons personnelles il n'a pas su venir. Mais il a été assez cool pour me faire un feedback de son expérience avec le régime carnivore qui l'a sauvé. Okay, je sais qu'il avait eu des graves problèmes de santé, puis qu'il s'était fait suivre. Donc avant de crier au scandale, parce qu'il en a reçu des, pas des menaces, mais en tout cas des commentaires déplacés, c'est par rapport à ses stories où il mettait à chaque fois voilà, une photo de la viande avec un peu de lait, etc. Il a été suivi. Donc il n'a pas fait ça n'importe comment non plus. Je vais lire maintenant un de ces témoignages qu'il m'a envoyé. Et je n'ai pas encore entendu le témoignage. Voilà, c'est ça. Et puis après, on pourra en débattre justement et savoir ce qu'il en est. Tout d'abord, les gens qui me connaissent bien savent que je suis une personne très curieuse et que j'aime tester les choses par moi-même. La science, c'est bien, mais rien ne vaut notre propre expérience. Pour te citer, Nico, si on critique, c'est qu'on n'a pas fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je redis beaucoup. Les gens qui ont tendance à critiquer, souvent, c'est ceux qui n'ont pas encore fait ce que tu as fait. Ah, t'as écrit un livre, machin, mais au final, c'est souvent la personne qui n'a pas écrit de livre. Alors attention aussi à ne pas le prendre mal, la science c'est bien, mais rien ne vaut notre propre expérience, c'est pas pour autant qu'ils critiquent la science, loin de là, hein, forcément. Sans la science, on n'avancerait pas dans le sport à l'heure actuelle en termes de pratique, et même en termes de nutrition. En 2017, j'ai testé la diète végane pendant 6 mois pour essayer de comprendre pourquoi vouloir faire ça, les difficultés, la popularité, et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la diète. Suite à des problèmes de santé, j'ai décidé d'arrêter et de tenter la diète carnivore et le jeûne intermittent. Le régime carnivore consiste à se nourrir exclusivement d'aliments d'origine animale, viande, œufs, poissons, produits laitiers, organes. Ce régime a gagné en popularité les dernières années et l'un de ses plus grands défenseurs est le docteur Shawn Baker qui le pratique depuis plusieurs années. Une autre personnalité qui a rendu ce régime très à la mode est le psychologue Jordan Peterson, ce qui m'a rendu curieux. Le régime carnivore est un régime hyperprotéiné, en conséquent, les repas m'ont énormément rassasié, la plupart du temps, 1 à 2 repas par jour, 18 à 20 heures de jeûne. La viande a également diminué considérablement mon envie de consommer de la malbouffe et je n'ai pas eu de cheat meal pendant 3 ans. En bref, le régime carnivore, 1, a aidé à éliminer mes soucis digestifs et mes douleurs articulaires. 2, mes dents et ma peau sont en meilleure santé. 3, mon sommeil s'est beaucoup amélioré. 4, une énergie très stable en journée. 5, augmentation de la masse musculaire, 8 kg en 3 ans. 6, le régime m'a permis de bien maîtriser mon appétit. 7, le régime m'a appris à comprendre mes besoins. 8, je ne suis jamais tombé malade. Aujourd'hui, mes objectifs ont changé. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, ce qui rejoint un peu les sports. Non, c'est pas vraiment un sport de combat. Je pense que c'est un art martial. Et j'ai donc fait quelques ajustements. Mon alimentation est composée de 80-90% d'aliments d'origine animale et 10 à 20% de glucides. Voilà. Est-ce que tu es déjà surpris par certaines choses ? Est-ce que toi, tu te dis, ouais, il y a des choses qui ne tournent pas ? Ou au contraire, tu te fais, tiens, il y a des questionnements ? Ok, donc moi je vais parler d'un aspect plus scientifique du coup. Okay. Donc comme ça on aura les deux avis. Ouais, tout à fait. Et puis c'est bien parce qu'on a parlé du cétogène avec cet aspect de covariable. Donc comme je l'ai dit dans la science, ce qui est bien c'est qu'on a un groupe de comparaison et puis on peut contrôler certaines variables comme par exemple l'apport calorique. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure, la personne s'est mise au régime cétogène et puis elle a perdu du poids, elle se dit ok c'est le régime cétogène, mais elle a aussi elle a aussi diminué son apport calorique. Oui. Maintenant, on va parler plus de l'aspect santé, énergie, etc. La première chose à prendre en considération, c'est que quand on se met à faire un régime, que ce soit n'importe quel régime, il va y avoir différentes variables qui ont changé. Donc, il se met dans un régime carnivore. Peut-être, je ne connaissais pas, dommage qu'il ne soit pas là, mais je ne connais pas son alimentation qui était avant. Et peut-être qu'il y avait certains aliments qui lui posait problème. Le fait de se mettre en régime carnivore, donc qui va supprimer tous les produits végétaux, peut-être voilà, supprimer, voilà. Ça devait peut-être être même les céréales. Je pense qu'à un moment, il me l'avait mentionné, mais à confirmer. Il a supprimé peut-être certains aliments qui lui posaient problème et se dit, ok, c'est le régime carnivore qui m'a sauvé. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que par exemple, il parle de ses problèmes digestifs. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que il y a des composés qu'on appelle les FODMAP qui sont présents dans les végétaux, que sont les fibres fermentescibles, notamment des fibres, puis des polyols, etc. Et il y a certaines personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable,
qui sont particulièrement sensibles au FODMAP. Et donc, il y a un régime qui a été mis en place par l'Université de Monash, qui est un régime à faible teneur en FODMAP. Donc, forcément, si on fait un régime carnivore, on va être à faible teneur en FODMAP. Mais ce n'est pas le régime carnivore en soi qui a diminué les problèmes digestifs. Donc, s'il avait des problèmes digestifs, il a fait un régime carnivore, il a diminué ses FODMAP. Donc, il n'a plus de problème digestif. Est-ce que c'est le régime carnivore? Pas forcément. J'ai peut-être diminué aussi mes FODMAP et c'est peut-être ça la cause de mes problèmes. Donc, s'il avait laissé des végétaux avec une faible teneur en FODMAP, est-ce qu'il aurait eu aussi ces problèmes? Est-ce qu'il aurait eu aussi une diminution de ces problèmes? Et pour ça, on aurait besoin d'un groupe de comparaison, tu vois, où il pourrait également faire sur lui-même une étude croisée. Donc, il fait lui-même l'expérience de maintenant faire un régime à faible teneur en FODMAP et puis il voit comment il sent. Le problème, c'est que on ne peut pas revenir dans le temps et être exactement dans les conditions où il était à ce moment-là. Donc, c'est très compliqué de savoir si le régime carnivore a été bénéfique pour lui. Parce que c'est une expérience personnelle, beaucoup de variables ont changé. Quelle est la variable qui a provoqué le résultat? Pour ça, on a besoin de la science. On a besoin de données robustes sur les humains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les bénéfices aigus d'un régime... Donc, je vais juste revenir sur un point. C'est que j'ai pris l'exemple des FODMAP, et puis ça peut être sur plein de choses. Il a peut-être diminué son apport calorique, il a peut-être diminué sa consommation, il le dit lui-même, d'aliments ultra transformés. Et donc, il se sent plus... Ce qui aide énormément aussi, ça forcément. On aura peut-être l'occasion de parler des aliments transformés aussi. Voilà, donc il se sentait mieux, et puis il peut se dire aussi, c'est le régime carnivore. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent jouer. On ne sait pas vraiment le savoir. Deuxième chose, c'est que des bénéfices aigus ne veulent pas dire que on ne peut pas avoir des problèmes de santé à long terme. C'est-à-dire que j'aime bien donner cette expérience pour que ce soit cet exemple pour que ce soit très parlant. On peut prendre un rail de coke, se sentir très très bien, et c'est pas pour autant que c'est bien pour la santé. C'est pas comparable, mais c'est vraiment. Mais au moins ça permet de choquer un petit peu les personnes et qu'elles comprennent davantage. Voilà. Donc l'idée, c'est que par exemple les maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, elles sont la conséquence d'une très longue période de latence. Donc, par exemple, l'athérosclérose, le dépôt d'une plaque sur la paroi des artères, ça peut commencer dès 20 ans. Donc, dès 20 ans, on commence à accumuler de la plaque sur la paroi des artères et ça peut nous tuer qu'à 60 ans. Mais, pendant que la plaque s'accumule sur la paroi des artères, on ne va pas le sentir. On ne va pas avoir un effet aigu qui dit « Ok, je me sens mal ». C'est ça le problème également. Donc, on n'a pas un signal d'alarme. Pour ça, on a besoin d'examens sanguins sur le cholestérol sanguin, etc. Donc, les bénéfices aigus, c'est toujours aussi à prendre avec des pincettes. Donc, je me sens bien, mais j'entends par exemple les personnes « Ouais, je me sens bien avec le jeûne intermittent parce que je suis plein d'énergie. » Oui, tu es plein d'énergie parce que tu es un petit peu en état d'alerte. Parce qu'il n'y a pas... À l'échelle de l'évolution, notre but, c'est la survie et la reproduction. Donc, s'il n'y a pas d'aliments à disposition, tu ne vas pas mourir. Tu vas même te sentir un petit peu vif grâce à l'augmentation du cortisol, etc. C'est peut-être positif ou c'est peut-être négatif. On ne le sait pas. Ça va dépendre aussi forcément de certains facteurs. Pour le savoir, on a besoin de la science. Pour savoir les bénéfices à long terme, on a besoin de la science. Donc moi, je suis plutôt sur cet aspect scientifique où non seulement on doit savoir quelle variable a influencé le résultat, ou au pluriel, ça peut être plusieurs variables, et les bénéfices aigus ne veulent pas dire que c'est positif pour la santé à long terme. Ok, magnifique. Justement, on parlait d'une énergie très stable en journée. Cette énergie très stable en journée, forcément, ne serait-elle pas liée au fait d'être beaucoup moins en digestion quand on prend 4, 5, 6 repas par jour et qu'on passe à moins de repas sur la journée? Est-ce que le fait d'être constamment en digestion n'amène pas une sensation de fatigue plutôt que de se dire « Ok, j'ai une énergie plus stable, mais je mange moins aussi forcément ». Je dirais que la plupart des gens sont trop dans un état postprandial, donc c'est-à-dire qu'ils mangent toute la journée. Là, je pense que c'est un problème. Je pense que
il faut pas nécessairement être dans l'extrême one meal a day. Donc on voit maintenant aussi, c'est un autre truc, one meal a day. Je me demande si j'avais pas vu justement un petit clash avec Geek and Fit ou enfin Voilà. Gaïs Geek and Fit, c'est... avec le homard, ouais. Voilà, one meal a day. Et donc, il y a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Fastly Food, qui a un physique incroyable, hein. Ouais. Qui a un physique incroyable, et puis... Très fort voilà, aussi. très, très fort, qui a un physique incroyable. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais... Ouais. Et il se dit, ok, c'est mon expérience, etc. Comme je dis, ça peut être une méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, le one meal a day. Ça peut aider certaines personnes. Je ne pense pas qu'il faut forcément aller dans cet extrême, mais je pense que les gens mangent trop sur la journée. La plupart des gens, parce qu'ils sont dans cet état où ils grignotent toute la journée, etc. Donc... L'énergie, tu sais, le fait de l'énergie au plus dans la journée, c'est généralement un petit coup d'hormones de stress, donc cortisol, adrénaline. Donc oui, on peut se sentir un petit peu mieux. Est-ce que c'est forcément positif? Pas forcément. Je dirais, sur le moment, peut-être qu'on peut se sentir mieux, et puis voilà, c'est bien. Je pense pas que ce soit forcément positif sur la santé à long terme, mais pas négatif non plus. Tu vois, une augmentation aiguë des hormones de stress ne va pas te tuer. Et je n'ai pas jamais vu une augmentation, je vais dire, des effets délétères à long terme sur la santé. Voilà. Quelles seraient les fréquences que tu conseillerais pour manger dessous? Ça va dépendre forcément de plusieurs facteurs. Tu vas me dire, ça dépend de la personne, des objectifs de la personne. Je veux dire, si tu te retrouves face à un bodybuilder ou une personne en forte capacité d'endurance. Disons, dans un objectif de prise de muscle, normalement... Il y a un petit avantage à augmenter la fréquence des repas. Maintenant, il ne faut pas être comme un bro qui mange toutes les 2 heures. Ça peut même être... il peut même avoir un effet négatif à faire ça au niveau de la prise de muscle, de manger toutes les 2 heures. Et généralement, ce qu'on parle, c'est 3 à 5 repas sur la journée dans un objectif de prise de muscle. Après, pour l'individu lambda, je dirais que 3 repas. Entre 2 à 4 repas. Quand je dis repas, il y a les collations inclus dedans. Voilà. Ok. Mais honnêtement, je pense que le timing et la fréquence des repas est secondaire pour la santé par rapport à la composition de l'alimentation. Ok, très bien. Ça aide déjà à y voir beaucoup plus clair. Ça rejoint un petit peu, tout ce qu'on a déjà dit, rejoint un petit peu les questions qui étaient posées par des personnes qui voulaient en savoir plus sur la diète carnivore. C'était notamment, est-ce qu'il y a des effets négatifs à l'alimentation carnivore? Et est-ce que tu établis ou est-ce que tu établirais des plans alimentaires basés sur la diète carnivore pour des sportifs? Ok. Est-ce qu'il y a des effets négatifs, la première chose? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération. C'est... maintenant, on va mettre de côté tout cet aspect perte de poids et calories. Tout à fait. Là, on parle vraiment de l'aspect santé et composition de l'alimentation. C'est ça. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. C'est qu'on parlait dans l'introduction de ce seuil d'effet. Donc, où par exemple, quelque chose va avoir un effet neutre ou bénéfique pour la santé, à partir d'un certain seuil, va poser des problèmes. C'est le cas de substances comme les graisses saturées, qu'on va retrouver par exemple dans la viande rouge, etc. Par exemple, tu vas manger... de l'agneau. Oui, ou de l'entrecôte, et puis tu vas manger deux entrecôtes sur la semaine, ou tu vas par exemple manger tous les jours 20 grammes de bœuf, mais tous les jours, on va dire. Donc j'exagère, 20 grammes de bœuf très gras tous les jours. Ça ne va pas te poser problème parce qu'il n'y a aucun aliment qui est toxique en soi, c'est la première des choses. Donc tu ne vas pas mourir après avoir mangé un cheeseburger. Ça, il faut que les gens le comprennent, il n'y a pas d'aliment toxique. Et la deuxième chose, c'est que même à long terme, tu n'auras pas forcément de conséquences délétères. Il y a un seuil d'effet. Donc, par exemple, pour les graisses saturées, c'est qu'à partir de 8% de l'apport calorique issu de graisses saturées, tu peux avoir un effet délétère. C'est ce seuil d'effet. Ok. Donc, ce n'est pas vraiment que la viande est toxique en soi. Ce n'est pas pour autant qu'elle est mauvaise pour la santé à long terme. C'est-à-dire que dans un régime carnivore, comme tu vas manger énormément de viande, tu vas passer ce seuil d'effet où tu peux causer des problèmes. Donc, on parlait de graisses saturées, ça touche majoritairement les maladies cardiovasculaires. Okay. La deuxième chose, c'est que
si tu manges une alimentation, tu fais une monodiète, on va dire, Ouais. tu ne manges que de la viande, même si cet aliment n'est pas néfaste en soi, ne te pose pas de problème. Donc on va prendre l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on va dire, tu fais une monodiète de légumes. Si tu fais une monodiète de légumes, les légumes ne sont pas toxiques en soi, mais tu as remplacé tout ce qui pouvait être potentiellement bénéfique. Donc, si tu as une maintenance à 2000 calories Ouais. et que tu consommes 2000 calories de légumes, c'est 2000 calories qui ne sont pas utilisées pour quelque chose de potentiellement plus bénéfique. Donc, même si tu remplaces, si tu as 2000 calories et que tu remplaces tes légumes par n'importe quoi, par n'importe quel autre aliment, tu risques d'améliorer ta santé. Parce que voilà, tu as enlevé tous les aliments qui pouvaient être potentiellement bénéfiques. Et donc, dans le régime carnivore, bon, je sais la personne n'est pas trop pour les végétaux, mais la littérature scientifique suggère que les végétaux sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Donc, comme tu as enlevé tous les végétaux de ton alimentation, tu as enlevé tous les aliments qui pouvaient être potentiellement bénéfiques. Même... On parlait aussi, justement, dans ce que Mika disait dans son témoignage, au niveau organes. On retrouve énormément de minéraux, Ouais. si je dis pas de bêtises, ouais, de bons minéraux. Est-ce que ça peut remplacer plusieurs minéraux en termes végétariens? Alors, disons que maintenant, c'est extrêmement intéressant ta question parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu oublié, en fait. Les organes dégoûtent les gens. Ouais. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, donc ça, c'est complètement empirique ce que je dis, mais ça dégoûte les gens. Ouais. Dire je mange des organes. Ouais. Mais pourtant, ça a énormément de richesse en termes de vitamines et minéraux. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des substances, des nutriments essentiels. Donc, comme la vitamine C, par exemple. Ouais. La vitamine C, tu vas... Qui aide à la production de globules rouges, je pense. Par exemple, il y a une carence aiguë en vitamine C, tu vas avoir des problèmes de santé, comme le scorbut, hein. Ouais. Tu vois? Donc, dans un régime carnivore, tu vas retrouver peut-être suffisamment de vitamine C pour ne pas avoir le scorbut. Tu vas peut-être pas avoir aucune déficience en nutriments, peut-être, je dirais, en potassium, on va être vraiment limite. Mais généralement, si tu consommes les organes, tu vas pas avoir beaucoup de trucs où tu vas être potentiellement déficient. Parce que, comme tu dis, les organes sont très riches. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les nutriments essentiels dont les carences vont te provoquer des conséquences aiguës, mais aussi les choses qui sont non essentielles pour l'humain. Donc, dans le sens, tu peux vivre sans. Donc, par exemple, maintenant, si tu fais une alimentation avec 0 fibre, tu ne vas pas avoir de problème, tu ne vas pas mourir. Ouais. Mais les fibres sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Donc, quand on voit dans la littérature scientifique, diminution du risque de cancer colorectal, diminution du risque de maladies cardiovasculaires, etc. Et forcément, l'alimentation carnivore ne contient pas de fibres, tu vois. C'est la première chose. Et puis, il y a des substances qu'on appelle des phytonutriments, donc qui sont non essentiels, mais qui sont aussi potentiellement bénéfiques, comme les polyphénols. Ok. Donc, on va retrouver dans les végétaux. Ouais. Donc, pour répondre à la question des nutriments, peut-être que tu peux avoir une alimentation carnivore où tu n'as pas de carence en nutriments essentiels, mais on oublie tout le côté nutriments non essentiels et potentiellement bénéfiques. Ok. Ça me fait penser justement à ce que tu me disais, parce que j'ai écouté le podcast de Biomécanique Podcast aussi avec Julien Vénenson. Je ne sais pas si tu l'as écouté aussi. Ouais, je n'ai pas écouté, mais je connais bien. Je l'ai écouté 2 fois parce que j'ai vraiment trouvé intéressant et qu'à un moment, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'ils en viennent à parler des véganes. Ouais. Okay, de la lutte des véganes. Alors, on va pas parler de Baptiste Marchais et des véganes et de sa lutte permanente, mais qui disait que notamment les véganes, en fait, ce n'est pas parce que les véganes savent avoir leurs besoins nécessaires, mais que ce n'est pas pour autant que la santé sera optimale. Parce qu'on pense notamment que la production en collagène, à un moment, il faut penser à se supplémenter. Les véganes n'ont pas de collagène. Parce que forcément, le collagène vient de la viande. Ouais. Et en fait, ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression, ce que tu dis, à moins d'éclaircir certains points, dans le sens où tu peux avoir tel type de régime selon tes convictions, mais ce n'est pas pour autant que ta santé sera optimale. Ça veut dire que tu sais vivre, ça veut dire que tu sais te débrouiller, il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement être en mauvaise santé, mais que ta santé ne sera pas optimale pour autant. Parce qu'on entend de tout et de rien aussi.
en mode on consomme trop de viande, et je pense effectivement qu'on est dans une société de surconsommation. On en venait même à dire juste avant, on a parfois tendance à trop manger aussi, mais il faut savoir jauger aussi dans quoi on tourne aussi, et savoir pourquoi on le fait aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Après, moi, je suis plus... Justement, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais moi, je suis pas vegan. Je suis absolument pas vegan, mais j'ai une alimentation plant-based. Et ce que suggère la littérature scientifique, c'est que les végétaux sont extrêmement bénéfiques, et je pense qu'on peut avoir une alimentation robuste, je vais dire, en étant vegan. Ok. Voilà. Okay. Avec quelques ajustements. Avec quelques ajustements, bon, il y a, par exemple, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure pour les ajustements, mais par exemple, le truc qui est évident, c'est la vitamine B12. Voilà. Ouais, elle revient souvent, hein, d'ailleurs, celle-là. Hein. Je ne saurais pas te dire les effets tout de suite de la vitamine B12, mais je sais qu'elle est ultra nécessaire au bon fonctionnement corporel. Ouais. On a pas mal d'autres questions. Alors, celle-là, ça veut pas dire, attention, je précise déjà d'avance, ça veut pas dire pour autant que ne pas manger le matin, ça veut pas dire que vous faites un jeûne. Attention. Ne pas manger le matin, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ok, intéressant. Là, je pense qu'il faut contextualiser. C'est-à-dire qu'on a été dans un mouvement où le petit déjeuner était le repas roi. Le repas le plus important de la journée, qu'il fallait absolument faire un petit déjeuner. Il y a certains bénéfices du petit déjeuner, comme le fait de prendre un petit déjeuner à calories, glucides égales, va aider un petit peu la régulation de la glycémie le reste de la journée. Ouais. Mais d'après moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, et j'explique. C'est-à-dire que si on a une personne à qui enlever le petit déjeuner permet, par exemple, de créer un déficit calorique parce qu'il est en surpoids, ou simplement ça l'aide à se maintenir parce que le reste de la journée, il a un petit peu plus faim, et puis il a l'habitude de manger un petit peu plus le reste de la journée. Je pense que pour cette personne, sauter le petit déjeuner va être bénéfique pour lui. Okay. Maintenant, si une personne veut vraiment optimiser et que dans tous les cas, ça lui convient, je pense que mettre un petit déjeuner est un bénéfice. Mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est la composition de l'alimentation, et le timing et la fréquence est très secondaire selon moi. Maintenant, il y a encore quelque chose à prendre en considération, c'est cette idée d'individu lambda. L'individu lambda, je pense que la majorité des personnes prennent un petit déjeuner par habitude et qui ne les rassasie pas. Donc par exemple, on va prendre une personne qui va manger le croissant qu'elle a acheté en grand paquet, là, et puis elle mange ça dans sa voiture. C'est pas quelque chose qui va la rassasier. Elle mange par habitude, et puis elle enlève ça, elle a enlevé 300-400 calories, et ça a amélioré sa santé. Mais on pourrait lui dire, non mais remplace ça par le porridge et compagnie. Elle va pas le faire. De toute façon, la personne ne va pas le faire. Elle va pas le faire. Mais si on lui dit supprime ton petit déjeuner, elle va le faire. Donc dans cette idée individu lambda, situation de vie libre, quelque chose qui marche, je pense que recommander à cette personne de supprimer le petit déjeuner est une bonne chose. Donc là, je suis plus partagé. Je ne pense pas que le petit déjeuner soit le repas absolument le plus important de la journée. Il y a peut-être un petit bénéfice à consommer un petit déjeuner, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être appliquées en situation de vie libre. Ça dépend du contexte, quoi, forcément, encore une fois. Juste en parlant de déjeuner, je vais rebondir un petit peu là-dessus pour des petits tips, mais je pense que ça rejoindra de toute façon une question plus tard. C'est notamment sur le fait que quand on se lève le matin... Maintenant, moi, c'est ce que je conseille toujours. C'est la première chose à faire avant de prendre un café, c'est de boire un verre d'eau. Pour la simple et bonne raison que le corps est composé majoritairement d'eau et qu'on s'est retrouvé pendant le sommeil entre 6, 8, 9, 10 heures, ça dépend un petit peu du sommeil qu'on a, sans boire. Donc, avant même de consommer un café le matin, le mieux est de boire d'abord un verre d'eau et prendre le temps de bien se réveiller avant de consommer son café. Est-ce que tu valides ce propos-là ou pas? Alors, oui et non.
C'est-à-dire Ok. que dans un sens, tu as raison, c'est bien de s'hydrater, mais là, on a un mythe qui est que le café déshydrate, et en fait le café hydrate. Mais il va... Ah oui, alors ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Attention, je ne dis pas que le café déshydrate, hein. Il y a une différence entre sensation et action. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Mais effectivement, le café hydrate, ça c'est vrai. Donc en fait, comme le café, donc la caféine en elle-même va avoir peut déshydrater un petit peu, mais comme on a de l'eau, l'effet net est d'hydrater. Donc peut-être que c'est un bénéfice de consommer de l'eau pour l'hydratation, mais le café en soi va quand même hydrater. Donc ton conseil est bon hein, dans tous les cas, mais il faut bien préciser que le café ne déshydrate pas. Voilà. Et attention aussi, c'était par rapport au café. Là, ça touchait plus l'hormone de réveil, dont j'ai oublié le nom, que c'était plus important de d'abord laisser le corps se réveiller naturellement plutôt que s'habituer en fait au dosage de caféine et au surdosage parfois de caféine, qui fait que en fait on a besoin de la caféine pour se réveiller, sinon on est... Il y a cet effet un peu psychologique où on a besoin de la caféine. Hein. Je suis pas une exception à cette règle. Non, mais écoute, voilà. c'est... Voilà. Maintenant, on entend beaucoup de choses sur. En fait, on a une augmentation du cortisol, etc. le matin. Ouais. Et puis dire, ok, il faut pas consommer de café le matin parce que ça va encore plus augmenter le cortisol, etc. Je dirais, ça ne se traduit pas nécessairement par des résultats négatifs dans la littérature, tu vois. Donc quand on voit le café est vraiment associé à des résultats bénéfiques en dose. Ouais, tout à fait, c'est ça, je crois que c'était... Mais je crois qu'il y a un moment, il y avait une dernière étude, peut-être je la retrouverai, je te l'enverrai, mais je me demande s'il y en avait qui parlaient de gros consommateurs de café qui dépassaient les 3 doses par jour. Hein, ça dépend toujours du critère d'évaluation. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça c'est vraiment important. C'est que si tu veux faire ce qu'on appelle du cherry picking, donc choisir l'étude qui te convient, tu peux prendre un critère d'évaluation et dire, ok, je vois que là, à 5 tasses de café, on a une diminution du risque de maladie cardiovasculaire. Donc je vais consommer 5 tasses de café tous les jours et très fort. C'est juste un exemple, hein. Juste pour préciser, il n'y a pas ça dans la littérature, c'est juste un exemple que je viens d'inventer. Et si on regarde maintenant sur la mortalité, toutes causes confondues, on peut voir une augmentation. Donc, il faut toujours prendre tous les critères d'évaluation en compte, et c'est ça aussi la complexité des sciences de la nutrition. Ouais, c'est toujours ça qui est important, effectivement. On en vient justement à la prochaine. Alors, bon, on a déjà répondu à ne pas manger le matin, bonne ou mauvaise idée, forcément, et on a même ajusté certains principes, dont ça m'éclaircit un petit peu les idées aussi. Et là, on vient chercher quelque chose qui rejoint ton livre. C'est produits laitiers et calcium. Alors, j'ai pas tout à fait compris au niveau de la question, mais produits laitiers et calcium, davantage de craques articulaires, 2 portions, c'est trop. Est-ce mauvais pour la santé? Ok, moi je comprends je comprends la question. Ok. Ouais, je vais essayer de résumer la question. Donc Voilà. en fait, la personne prend 2 ou 3 portions, plus de 2 portions de produits laitiers par jour, c'est ça. Ouais. Hein. Et Sûrement. elle a des craquements articulaires. Est-ce que ces craquements sont mauvais? Et est-ce que 2 produits laitiers, c'est trop? Ok. Ok, bon. Donc j'ai écrit un livre sur les produits laitiers. Je ne suis pas biaisé en termes de produits laitiers parce qu'il faut savoir que je consomme pas de lait. Je consomme pas de lait aussi. Donc je consomme du lait de soja. Donc voilà, Ouais. comme ça moi je mange sur toutes l'industrie. Alors attention, parce qu'on va même pas parler du lait de soja, parce qu'il y a aussi des mythes et des croyances Voilà. là-dessus qui sont... Voilà, je consomme du lait de soja, je consomme du yogourt grec. Donc Ouais. là c'est mon petit biais également. Hein. Ça, c'est mon petit kiff aussi. Moi, Et un peu de fromage. Voilà, donc Ouais, c'est les ok. deux produits, c'est deux types de produits Feta. laitiers. Je consomme. On reste dans le cliché ou pas? Non, je consomme pas régulièrement de la feta. Ça varie quoi. Moi, Dans la salade, ça passe toujours voilà, bien. j'aime beaucoup le fromage et pour l'anecdote, j'essaye de pas non plus en consommer tous les jours, pas pour des raisons de santé, mais parce que ça me fait un petit peu surconsommer. Ok. Donc si je sais que Donc c'est par valeur plutôt. non, c'est plutôt surconsommer en termes de calories, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, donc j'aime tellement ça qu'au lieu de manger peut-être 40-50 grammes de fromage, je vais plutôt manger 70-80. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Voilà, donc Ça marche. c'est les deux types de produits, donc je ne suis pas biaisé sur les produits laitiers. Et je pense qu'on peut avoir aussi une alimentation robuste sans produits laitiers. Ok. Voilà, Bon, c'est ça va. pour clarifier. Alors, est-ce que 2 produits laitiers par jour, c'est trop? Ça dépend du critère d'évaluation. Mhm. Comme d'habitude, ça Ouais. dépend du contexte. Voilà, pour la santé osseuse,
la personne, je pense, elle parlait pour la santé osseuse, hein, puisqu'elle parle Ouais, de craquement. elle parle de craque articulaire. Elle parle de craquement articulaire. Il n'y a pas de conséquences négatives à en consommer plus. Il y a certains produits laitiers qui sont plus bénéfiques que d'autres pour la santé articulaire. Là, je vais plutôt vous renvoyer vers mon livre. 2 n'est pas trop. Ça dépend aussi de son apport en calcium total, parce qu'il faut savoir que les produits laitiers ne sont pas les seules sources de calcium, tu vois. Donc, si elle consomme déjà beaucoup de calcium dans un autre aliment, peut-être que rajouter des produits laitiers n'est pas nécessaire. La chose suivante à prendre en considération, c'est que le calcium n'est pas le seul nutriment qui donne des bénéfices pour la santé osseuse. Donc, ça dépend aussi de son apport en protéines et autres. Donc, 2, pas forcément trop, ça dépend de son alimentation. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a aussi le fait, pour le craquement articulaire, je ne suis pas spécialiste. Ouais. Je vais plutôt renvoyer vers Cerveau Muscle sur Instagram, peut-être, qu'elle demande à Cerveau Muscle. Honnêtement, je pense que des craquements articulaires au niveau des doigts ne sont pas forcément signes de quelque chose de négatif. Non, c'est pas inquiétant. Je pense que c'était lié directement au liquide synovial. De toute façon, Cerveau Muscle aura davantage de connaissances à ce niveau-là. Ou même Victor Depasse, quand j'y suis, qui est mon ostéopathe, qui avait déjà fait un podcast ici. Mais le crack articulaire, c'est pas fondamentalement inquiétant. C'est vraiment dépendant de chacun. Il faut faire attention que Cerveau Muscle ne nous débunke pas, parce que... Oui, mais en fait, quand bien même, en fait, s'il vient à regarder, eh ben, il mettra un commentaire en disant « Ah, écoute, je suis pas tout à fait d'accord. » Et puis voilà, ça sera encore plus productif pour ce podcast, de toute façon. Donc voilà, c'était pour répondre. Je pense que c'est difficile à savoir sans savoir le reste de son alimentation. 2 n'est pas forcément trop pour la santé osseuse. Et pour les craquements articulaires... Je ne pense pas que ce soit mauvais, mais Cerveau Muscle va confirmer. Voilà, ça se confirmera de toute façon. Alors, ouais, celui-là, il est pas mal, mais on pourra rebondir sur pas mal de choses. Je viens de manger 6 ou 7 Kinder. Est-ce que c'est à éviter ? Ok. Très intéressant. Bon, j'ai parlé un petit peu dernièrement de l'alimentation ultra transformée, parce qu'en fait, on a un groupe... on a différents groupes sur les réseaux sociaux. Donc, on parlait de vegan, paléo, etc. Mais on a aussi un groupe d'alimentation holistique. L'alimentation holistique, ils sont un peu des fanatiques de l'alimentation peu transformée. Et montrent l'alimentation ultra transformée comme un poison ou toxique. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'aliments qui sont toxiques en soi. Je vais rappeler qu'il y a un seuil d'effet. J'ai l'impression qu'en fait, toi, ce que tu dis et que tu prêches aussi, c'est qu'une fois qu'on arrive à une certaine dose d'excès, c'est là que ça devient toxique. Voilà. Mais parfois, c'est pris dans l'extrême ou un petit peu tu vois, où les gens se disent « Ok, si je mange un petit peu de modération dans tout », mais ça devient même un petit peu de la modération... En fait, la modération dépend toujours de l'aliment en question. C'est-à-dire que la modération pour du beurre ne sera pas forcément la même que la modération pour des fruits et légumes. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Donc, les apports et les seuils étudiés sont vraiment différents en fonction de l'aliment. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc, aucun aliment n'est toxique en soi. Donc, il y a un seuil d'effet. Et la deuxième chose, c'est que tout aliment qu'on consomme, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'autre de potentiellement plus bénéfique qui est consommé. Donc, si on consomme 500 calories de junk food, admettons hypothétiquement que la junk food a un effet neutre, on remplace quelque chose de potentiellement plus bénéfique. Donc, je dirais, pour répondre à la question, est-ce que 6 ou 7 Kinder c'est mauvais ? Ça dépend. Est-ce que c'est 6 ou 7 Kinder qu'il a consommé une fois sur la semaine parce qu'il avait envie ? Saint-Nicolas. Voilà, parce qu'il avait envie. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit tous les jours ? Je pense que manger 6 ou 7 Kinder tous les jours est beaucoup. Je ne sais pas exactement combien de calories ça peut représenter parce que je ne mange pas, j'ai pas d'idée. Personnellement d'aliments ultra transformés. Moi, j'en consomme pas. Donc, je pense que c'est beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on peut inclure tous les jours 2 Kinder dans son alimentation et avoir une alimentation robuste ? Oui. Donc, je ne suis pas dans ce côté holistique où les aliments ultra transformés sont mauvais. Et il ne faut pas tomber dans le biais également que aliment peu transformé est forcément bon, parce qu'une alimentation carnivore est une alimentation peu transformée, et pour moi, elle n'est pas forcément bonne. Okay. Et pour moi, et j'aime bien toujours emmerder un peu les mecs de l'alimentation holistique,
en montrant la différence entre le beurre et la margarine. Et qui, pour moi, la margarine, même si elle est ultra transformée, peut-être moins que le beurre, est susceptible de provoquer des meilleurs résultats en termes de santé que le beurre. Ça ne veut pas dire que le beurre est à éviter, il y a un seuil d'effet, mais pour l'individu lambda, peut-être que c'est un bon switch, tu vois. Ok, ok. Donc, est-ce qu'on peut vite aussi, enfin vite, non, on a le temps, hein, expliquer pourquoi on crache principalement sur l'alimentation ultra transformée. Je pense par exemple à la barre de Lyon. Il y avait plusieurs recherches qui avaient été faites, mais souvent on arrive à trouver le juste ratio pour exciter le cerveau. Ok. Sel, graisse, sucre, et que la portion est faite de façon à ce que tu ne sais pas te contenir, te suffire de cette portion-là, et que d'office tu as envie de surenchérir derrière. Ouais. Voilà. Ouais, donc ça c'est super intéressant. Donc là, parce que là j'ai pas parlé de l'aspect calorique. C'est vraiment important et justement, c'est cool que tu abordes le sujet. L'idée, c'est que on a cette alimentation qui est très... le nom français, c'est appétence de l'aliment, du repas, qui va nous faire surconsommer donc ce mélange sucre, graisse, sel, et puis peaufinage de texture, etc. Et par exemple, on a une étude qui est intéressante du groupe de recherche de Kevin Hall, qui a comparé à macronutriments égaux une alimentation peu transformée et une alimentation ultra transformée. Et ils ont constaté que dans un contexte ad libitum, donc ad libitum veut dire autant que tu veux, donc à la satiété, donc tu t'arrêtes quand tu veux, les personnes consommaient, je pense que c'était en moyenne 500 calories de plus tous les jours. 500 calories de plus tous les jours, mais sur des années, tu t'imagines que ça crée des conséquences. Donc, une alimentation qui est uniquement ultra transformée est aussi vraiment pourrie sur cet aspect parce que ça va nous faire surconsommer dans un aspect calorique. Voilà, ça c'est important. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent pour que les gens mangent moins transformés. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir des aliments et créer des peurs autour d'aliments où ils vont se dire un lion va me tuer ou donc, tu vois un peu l'idée quoi. Ouais, ok. Donc toujours dans ces questions, t'as eu pas mal de questions hein, quand même. Quelles optimisations alimentaires peut-on faire pour être plus performant au travail ou dans ses études? C'est la question notamment dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sachant, alors là c'est vraiment à préciser parce qu'on s'est retrouvé dans le cas aussi, forcément, c'est que quand on est aux études, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, même à petite dose, qui va nous aider à optimiser nos habitudes, parce qu'elle parle de la personne parlant en question d'être plus performant, mais c'est pas nécessairement au sport, ça, au travail ou dans les études. Donc peut-être plus de concentration. Je pense que c'est une personne qui m'a posé une question en privé aussi, et j'ai promis de faire quelque chose de détaillé pour elle. Ok, donc, magnifique, ça tombe bien. Mais donc je me rappelle toujours des personnes qui me posent des questions et j'ai toujours une idée de qui sont mes followers, donc je le sais. Ça c'est bien. Voilà. C'est l'avantage d'une niche. Hein. Voilà. Et donc la personne m'a posé la question, donc je promets de poser quelque chose de détaillé, mais je vais déjà dire que l'alimentation de manière globale va impacter directement et indirectement. Donc par exemple, si tu as une hygiène de vie plus saine, tu vas mieux dormir, donc tu vas être indirectement plus performant. En termes on parlait du coût pour un étudiant. Je pense que il n'est pas nécessaire de vraiment mettre beaucoup d'argent dans son alimentation pour avoir une alimentation qui est robuste. Donc, si les personnes qui me suivent sur Instagram regardent parfois, je mange des conserves, etc. Il y a des différences sur, par exemple, une boîte de conserve et puis les légumes frais. Il y a des différences, c'est clair. Mais quelle est la différence entre manger une boîte de conserve d'haricots verts et puis, on va dire, dans le contexte d'un repas complet, et puis un McDo, tu vois? Donc, oui, il y a des différences, mais dans la globalité...
je pense pas que ça fasse une grande différence. Bien sûr, je suis pas en train de dire de manger que des conserves, etc. Mais il y a plein de choses comme les légumes surgelés qui sont peu chers. Un point important que je voulais dire, c'est que dans le contexte de sa demande, qui est la capacité de mémoire, etc. Supplémentation en magnésium, zinc. Si la supplémentation, si elle n'a pas beaucoup d'argent, je lui dirais pas de se supplémenter. Oh, ouais, ça va. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, le zinc, magnésium zinc, ça va encore, ça, ouais. je pense. Hein. Je dirais les oméga 3 longue chaîne. Par exemple, on peut manger 2 portions de macros, de filets de macros en conserve, par exemple, si la personne fait ça. Tout à fait. Voilà, il y a certaines autres choses sur lesquelles je pense que moi-même, j'ai pas encore étudié en profondeur. Et le truc, c'est que moi, quand je ne connais pas quelque chose en détail, j'aime pas trop me prononcer. Donc, comme j'ai promis à la personne, je ferai quelque chose sur le sujet. Je ne sais pas encore quand, parce que j'ai beaucoup de trucs, mais ce qui est une bonne chose en soi. Voilà. Je voulais juste aussi rebondir sur sa question, parce que souvent on dit... Allez, on se retrouve parfois, d'un coup, on a un éclair, on se dit « Ouais, j'ai besoin d'être suivi, j'ai besoin d'aide », mais il arrive aussi que, dans ce cas-là, par exemple, ça m'est venu à l'esprit quand on parle de travail, c'est « Je vais voir le diététicien », mais le diététicien va dire « Ok, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça ». Et la personne se retrouve, notamment, je prends l'exemple de clients que j'ai, des indépendants, « Ouais, mais jamais j'ai le temps de manger comme ça sur ma journée ». Donc on oublie parfois de s'adapter au mode de vie de la personne qui est en face de nous. Quel serait un conseil, par exemple, pour une personne qui est souvent sur la route ou qui a très peu de temps devant lui? Je pense notamment à un représentant de commerce ou un indépendant qui doit aller prospecter sur la route, qui fait 100, 150, 200, 300 km par jour. Oh, ok. Alors là, ça va toujours dépendre de ce qu'il a à disposition. Parce que, tu sais... je pense que, tu sais, on parlait de cette idée de produit industriel, et il y a quelqu'un qui fait des vidéos qui sont parfois un peu ridicules sur les produits industriels en disant il y a tel additif, c'est toxique, etc. Et en fait, il faut vraiment prendre en considération que les industriels font parfois de très bons produits. Et ils surfent il faut dire, ils surfent de plus en plus sur la vague hyper protéinée, etc. Et parfois, ils font des bons produits. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais ils font des produits qui sont corrects, dont c'est, par exemple, des skyrs aromatisés, etc., qui plaisent assez souvent au lambda. Donc, par exemple, si une personne... Parce qu'on a toujours cet aspect, ok, c'est midi, je dois faire un repas légumes, féculents, viande, mais par exemple, ça peut être, ok, je prends un fruit avec moi et... sur le magasin, je prends dans le frigo un skyr aromatisé, etc. Ça peut être une solution. Et puis, même faire un repas complet à 17h, ça peut être aussi une solution. Donc, ça dépend vraiment du mode de vie de la personne, je dirais, et de ce qu'elle a à disposition. C'est très difficile de répondre comme ça. Ouais, forcément. Bah, ça va encore... ce que je voulais dire, c'est que ça allait jouer forcément sur une personnalisation et puis un suivi beaucoup plus poussé. Mais c'est vrai que c'est quand même à prendre en compte de se dire, ok, en fonction de chaque personne que j'ai en face de moi, je pense que tu es bien placé pour le savoir, je dois prendre en compte son mode de vie pour pouvoir amener un suivi important. Ouais, exactement. Est-ce que les brûleurs de graisse sont bons pour une sèche ? Ok, on va dire plutôt perte de graisse du coup. Non, ouais, voilà, ça rejoint un petit peu le principe de départ avec le déficit calorique, voilà. Ok, donc est-ce que les brûleurs de graisse sont intéressants ? Bon, brûleur de graisse, c'est un terme qui est... Ton faciès parle pour toi, hein, Vassilis. Ouais. C'est intéressant. Donc, déjà, brûleur de graisse, c'est un petit peu... Là, toi et moi, on est en train de brûler de la graisse, tu vois ce que je veux dire. Donc, aspect marketing. Voilà. Ouais. Donc, tu brûles toujours un petit peu de la graisse. Brûler de la graisse à un moment T ne veut pas dire qu'on a perdu de la graisse. Donc là, on n'a pas parlé de cet aspect, mais c'est pas parce qu'on a fait un cardio à jeun qu'on a brûlé de la graisse à ce moment-là qu'à la fin de la journée, le bilan net est vers la perte de graisse. Donc, brûler de la graisse, c'est parfois un terme qui est un petit peu faux. Maintenant, est-ce que certains compléments alimentaires peuvent être intéressants dans le cas d'un déficit calorique? Je dirais oui.
Donc, par exemple, la caféine est intéressante parce qu'on va avoir un léger effet d'augmentation du taux métabolique de base. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit 500 calories. Ah C'est ouais. de l'ordre de 50, parfois 100 calories. Ouais, ça Voilà, aide, hein, ça aide, voilà, mais voilà. voilà. Et surtout, c'est que s'ils permettent de couper l'appétit, en fait. De couper l'appétit. Donc, par exemple, la caféine, par exemple, a un effet où on va avoir un léger effet coupe-faim. Voilà. Il y a le thé vert qui est intéressant, l'extrait de thé vert. Donc, on a une petite augmentation du taux métabolique de base aussi. La Et guarana. aussi, tout ça, indirectement, va peut augmenter la dépense parce que si j'ai pris un café, je vais peut-être bouger plus, etc. Maintenant, il faut toujours se rendre compte que ce n'est pas une différence énorme. Ça peut un petit peu aider. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui mettent n'importe quoi et puis qui sont pas forcément evidence-based, je vais dire. Ouais, Quoi. ouais. Donc il y a Ok. quelques trucs qui marchent, c'est la caféine, l'extrait de thé vert et un extrait de piment rouge qui fonctionne aussi. C'est surtout sur l'appétit, sur une petite augmentation du taux métabolique de base. En Voilà. parlant d'appétit, parce que c'est un problème actuel que l'on rencontre dans pas mal de foyers, c'est le fait de toujours vouloir se resservir. Tu sais, tu manges une bonne assiette, ça fait plaisir. Au lieu de se contenter de cette assiette, t'en resserres une deuxième. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes ont tendance à oublier de mâcher. Ils mangent très vite, parce qu'ils ont faim. Est-ce que tu peux vite expliquer les pouvoirs de la mastication, l'intérêt de la mastication, en fait, par rapport à la satiété? Alors, il y a des données là-dessus, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans l'étude de Kevin Hall avec les aliments ultra transformés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les personnes avec les aliments ultra transformés mangeaient beaucoup plus vite. Ils avaient une tendance à manger beaucoup plus vite. Est-ce que c'est la texture de Est-ce que l'aliment c'est plus mou souvent? Voilà. Ouais. Et est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a un effet est-ce que cette augmentation de 500 calories était partiellement due à ça? Probablement. Donc, le fait de manger. Et non seulement, il y a aussi des données sur le fait d'être concentré sur ton repas. Donc, où on met les personnes devant une télévision et puis on fait la même chose sans télévision. Et ce qui se passe, c'est que les personnes ont tendance à manger plus quand elles sont concentrées sur la télévision que sur leur repas. Tu vois? Ouais. Donc, il y a non seulement cet aspect de mastication, mais le fait d'être concentré sur le repas. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est que je suis un très mauvais exemple. Je mange rapidement. Normalement, il faudrait manger plus lentement. Mais ce qu'il faut prendre, je pense que c'est important de préciser, c'est que on ne peut pas être parfait sur tout. On peut prendre en considération, je vais dire, oui, c'est important d'en être conscient. Et si on fait déjà beaucoup de choses sur sa santé, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on mange un petit peu trop vite, tu vois. Ouais. Donc c'est bien d'essayer de s'améliorer sur ça. Mais et oui, ça a une conséquence, quoi. En fait, c'est faire en sorte de, ok, prendre conscience qu'il y a moyen d'optimiser sa santé, mais s'il y a un écart ou s'il y a un moment, bah, on se resserre 2 fois dans une assiette ou quoi que ce soit, faut pas Voilà, crier à la panique. C'est vraiment important de penser à cet aspect culpabilisation parce que les gens ont tendance à culpabiliser à cause de cet avatar du fitness. Cet avatar du fitness qui traque même ses épices sur MyFitnessPal, qui traque tous ses micronutriments sur MyFitnessPal, qui s'entraîne 7 fois par semaine. Et donc les gens sont en train de culpabiliser alors qu'ils font déjà beaucoup mieux que peut-être l'individu de la moyenne classique. Ils font déjà des efforts et ils se disent ah non mais le mec Mais en fait, c'est qu'on s'identifie toujours à vouloir être comme. voilà. Mais sauf qu'on ne se prend pas en compte être et paraître. Et encore une fois, c'est deux choses différentes. Et- Ce sont deux choses différentes. Et le mec l'avatar dont je parle, il a son six-pack toute l'année, soi-disant, où il a pris ses photos, Ouais, il a tout à pris fait. toutes ses photos au même moment. Comme ça, accroché au plafond avec la Avec la lumière qui luminosité. sort. Ouais, de dingue. Bah ouais, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais on est dans ce monde où forcément, chacun sert de modèle et on se rattache à ce modèle. Et parfois, on en vient même, et là, ça joue carrément sur la santé mentale, on en vient même à se dire, ah, mais
Moi, je suis pas comme ça, donc j'ai raté une partie de ma vie, quoi. Ouais. Voilà, Exactement. c'est triste. Alors que non, effectivement, chacun est comme il est, et que la personne derrière, on ne sait pas si elle a des soucis de santé ou quoi que ce soit. Exactement, parce que ce qui est important aussi, c'est que quand on voit des photos avec sous 10% de graisse pour les hommes, etc., Ouais. soit ils ne maintiennent pas ça toute l'année, et puis c'est tout à fait légitime de faire une période de déficit où on veut faire des photos, et puis on fait ça. Ou alors, ils maintiennent ça toute l'année, et puis peut-être que s'ils n'ont pas une génétique qui est adaptée à être si bas en pourcentage de graisse, peut-être qu'ils sont tout le temps fatigués, que la libido n'est pas là, Voilà. etc. Mais peut-être qu'ils gagnent aussi leur argent grâce à ça, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire autrement. Mais il y a eu le cas de l'influenceur fitness qui a sombré. Comment il s'appelle déjà? Il me semble que c'était un Biélorusse ou quelque chose comme ça, très connu. Lazar Angelov. Ah ouais, ouais, je vois Ouais, bien qui c'est, mais ben moi je voilà. suis pas trop les influenceurs, mais lui est connu, et quoi, Ben, il s'est retrouvé, en fait, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il s'est retrouvé dans cet engrenage où forcément, ben, il vivait à travers cette image de modèle fitness. Et puis que ça a commencé à sombrer, à sombrer, à sombrer, à sombrer par ses problèmes de santé. Ben, et en fait, on se disait, ouais, mais ce mec, c'était un dieu vivant. Il gagnait son argent. Il a gagné des milliers et des milliers d'euros. Et au final, ben, voilà, et aujourd'hui, il n'est plus rien parce que derrière, ce qu'on voyait pas, c'est qu'il avait des graves problèmes de santé, quoi. Ouais, Voilà. Donc, toujours, encore une fois, être et paraître sont deux choses différentes. exact. Alors, comment limiter la perte de muscle dans le cas d'une maladie? Malheureusement, on ne sait pas de quelle maladie il s'agit. J'ai des soucis qui m'empêchent de marcher ou faire du sport, donc on parle quand même d'un truc conséquent. Du coup, je passe mes journées au lit et m'affaiblir au fur et à mesure. Ok, Ça, alors, c'est compliqué déjà parce que enfin, on n'est pas là pour faire un diagnostic on juste n'est sur pas, ce. on n'est pas là pour faire un diagnostic, on peut donner quelques conseils, et je suppose que si elle est dans un lit d'hôpital, il y aura aussi le diététicien qui va donner des Voilà, c'est conseils. ça. Mais de manière générale, manger plus de protéines, oui. Et parfois, les personnes qui sont dans un lit d'hôpital n'ont pas forcément d'appétit, et c'est là que les compléments de protéines sont intéressants. Les compléments de protéines qui sont riches en leucine, donc par exemple la whey protéine, ou même la protéine totale de lait, hein, Mhm. Oui, pour- d'ailleurs, qu'il y a la protéine totale de lait, il me semble que c'était l'une des plus qualitatives, je pense, c'est ce qu'on m'avait expliqué. elles sont la plus riche en leucine, c'est la whey, et puis il y a la protéine totale qui est la Voilà. 20% de whey et 80% de caséine, qui est très très qualitative. Donc consommer des protéines de qualité riches en leucine, je pense que les shakes peuvent être très intéressants pour ce genre de personnes. Mhm. Euh, En précisant que les protéines ne vont pas détruire vos reins, ça aussi, c'est encore une ouais, il faut croyance peut-être limitante. préciser que si elle a Oui, elle-même est pas si on est une personne en bonne santé, voilà. attention, attention. Si la personne est dans un lit Là, d'hôpital à par cause contre, de ça demande un diagnostic Voilà. et une analyse plus poussée, clairement. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que n'importe quel mouvement va aider. Donc même si une personne prend un élastique et que simplement elle est sur son lit d'hôpital et elle fait simplement des choses comme ça, et puis ça peut aider. Ça peut aider si quelqu'un pousse sur sa jambe et qu'elle fait un genre de presse à cuisse, Ouais. ça peut aider en mettant de la résistance. Donc des petites choses peuvent aider. Je ne suis pas le spécialiste de la rééducation non plus, donc c'est important de prendre en considération. En termes de nutrition, je pense que le plus important, c'est les protéines, et je pense que le plus pratique à cet égard, c'est prendre peut-être 1 ou 2 shakes de protéines par jour. Ok. Très bien, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on sait expliquer aussi pourquoi la protéine est importante? Parce que c'est quand même un élément essentiel à la survie de l'homme. Bien sûr, mais en fait, on a toutes nos enzymes, ce sont des protéines, et puis donc on n'a pas que nos muscles qui sont des protéines, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que on a toujours un mouvement de dégradation des protéines musculaires et de synthèse des protéines musculaires. Un petit peu comme on a toujours un mouvement continuel de perte, de brûler de la graisse et stocker de la graisse. Donc ça, ce que les gens ont tendance à comprendre, c'est qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre, mais c'est toujours un bilan net à la fin de la journée, par exemple. Ok. Et donc, si on ne mange pas de protéines, on va être dans un état constant de dégradation des protéines musculaires. Et pour rétablir un bilan qui est au moins vers le maintien du muscle, on a besoin de synthétiser les protéines musculaires via les protéines alimentaires, via les acides aminés qui viennent des protéines alimentaires. Voilà. Alors, en parlant des acides aminés, Ouais.
Les fameux BCAA. Ouais. Parce que ça a été un sujet, hein, ça a été un sacré sujet. Sont-ils réellement utiles ou pas quand on consomme suffisamment de protéines? Ils ne sont pas utiles à partir du moment où on a un apport en protéines suffisant. Ok. Voilà, parce que tous les acides aminés essentiels sont nécessaires à la synthèse des protéines musculaires. Donc les consommer seuls. Acides aminés essentiels, hein, pas Ouais. non essentiels, on précise Ouais, bien hein, quand même. Hein. Et donc ils sont nécessaires à la synthèse des protéines musculaires. Et consommer les 3 acides aminés ne sera pas suffisant en fait. La leucine, la valine et Il y l'isoleucine. en a 26 au total, je pense, hein, 26 aminés. Non, pardon. Tu poses une colle. Je pense. Voilà. En tout cas, il y en a 3 essentiels et le reste est non essentiel. Mais bon, attention, je préfère reprendre ça avec du recul. Je ne connais pas le nombre d'acides aminés au total. Voilà. Voilà. Mais donc les 3 acides aminés branchés, leucine, valine, isoleucine, ne sont pas suffisants pour déclencher une synthèse des protéines musculaires qui est robuste. Et en fait, ces 3 acides aminés branchés, on va les retrouver dans les protéines alimentaires. Et ça va dépendre. Ce qui est important, c'est que c'est un acide aminé qui est important, c'est la leucine. Donc, un des 3 acides aminés branchés, c'est la leucine. Et c'est pour ça que des protéines, généralement animales, sont supérieures aux protéines végétales pour la synthèse des protéines musculaires. Maintenant, on a des données qui montrent que consommer une quantité plus importante de protéines végétales, par exemple, on va prendre une protéine de blé, si on double la protéine de blé par rapport à une protéine de whey, on va avoir une synthèse des protéines musculaires qui est identique. Maintenant, on a aussi plus de protéines. Donc, dans un contexte de vie libre, c'est plus facile d'intégrer des protéines de bonne qualité. Voilà, Ok. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bonne masse musculaire en étant vegan. Ça, c'est aussi important à prendre en considération. Tout à Parce fait. qu'on dit, oh, game changer, j'ai vu que tel athlète était vegan et avait une putain de masse musculaire. Ouais, il a été controversé, hein, Voilà. ce reportage. Hein. Voilà. En plus, je me demande si j'avais pas reçu une photo en interne d'un gars qui avait ensuite regardé quand est-ce que ce truc avait été tourné. Ce reportage qui est possible à regarder sur Netflix. Donc, quand est-ce qu'il avait été tourné. Et puis, on m'avait renvoyé des photos, genre au moment des dates plus ou moins de tournée de ce truc, où on voyait Arnold Schwarzenegger se péter un gros steak juste, Voilà, juste c'est en ça. plein dedans, quoi. Même, ça faisait rire. Ok, donc BCA, pas obligatoire quand l'apport en protéines est relativement suffisant. Je dirais ne jamais se focaliser. Je dirais ne pas acheter de BCA parce que l'argent que tu as mis dans des BCA, tu peux les mettre dans une protéine en poudre. tu Voilà, vois. c'est ça. Ok, mais c'est très important hein, parce qu'il y a encore des personnes qui disent ouais, mais les BCA en plus de la protéine, etc. Et d'autres disent ouais, tous les compléments sont achetés, mais non, une protéine en poudre peut être un bon investissement en fait. Ouais, tout à fait. Mais ça dépend. Si tu consommes suffisamment de protéines via ton alimentation, ne rajoute pas des protéines issues de protéines en poudre. Voilà, c'est ça. Bah écoute, très, très bon à savoir. Hein. Ça permet de mettre vraiment les choses au clair par rapport à ça et peut-être éviter des investissements inutiles. Je vais rebondir vite fait là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne parce que j'ai quand même des personnes qui sont dans en kettlebell lifting. Forcément, c'est quand même un gros travail d'endurance, surtout sur des semi-marathons. Donc je t'explique brièvement c'est quoi le semi-marathon et le marathon aussi. C'est que c'est 30 minutes avec une certaine charge. Souvent c'est, on va dire 32 kilos, mais les règles changent un petit peu. Sans poser la kettlebell au sol pendant ces 30 minutes. Et tu dois faire le maximum de répétitions possible sur un mouvement bien spécifique. Et attendre que les 30 minutes soient terminées pour que tes reps soient comptabilisés. Si tu la poses au sol avant, tu es disqualifié. Qu'est-ce que tu conseillerais avant d'attaquer un lift ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est que manger des protéines, des lipides et des glucides avant d'aller lifter peut ralentir la digestion et peut poser des éventuels problèmes gastriques avant un effort. Est-ce que tu favoriserais alors une alimentation très riche en glucides qui permet de digérer plus vite et d'être prêt lors de l'effort ? Ouais, en fait, je dirais majoritairement dans l'effort, la première chose à prendre en considération, c'est que tu dois tester. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a cet aspect tolérance digestive qui est individuel. Et il y a quelqu'un, on parle de le mec qu'on déteste, qui va se manger un McDo et qui aura jamais de problème digestif pendant l'effort. Ouais. Voilà, et qui va pouvoir courir à 10 km full time et puis qui aura jamais de problème digestif. Et il y a d'autres personnes qui vont manger un petit peu trop de fibres avant l'effort et vont avoir des problèmes digestifs. Donc ça, c'est à prendre en considération. Okay. Tester et pas le jour de la compétition.
Parce que si on a la chiasse le jour de la compétition, c'est un petit peu trop tard. Ouais. Donc, tester. Et j'ai tendance à dire moins de graisse et plus de glucides, du coup. Ça, moi aussi. Moi aussi, je pense ça. Avant l'effort, plus de glucides. Des glucides qui sont bien digestes. Et généralement, c'est pas trop de fibres. Certains vont tolérer les fibres. Qu'est-ce que tu favoriserais comme type d'aliment ? Je dirais que c'est par exemple le riz blanc peut être une solution, par exemple parce que c'est très très digeste, tu vois, tu vas manger ton bol de riz blanc avec un petit peu de protéines, donc par exemple du blanc de poulet, et puis tu vas faire ton truc. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, par exemple. C'est juste un exemple, hein. Ouais, bien sûr, hein, on écoute. Hein. Voilà, mais ce qu'il faut toujours prendre en considération, c'est que le repas que tu vas faire avant la compétition n'est pas forcément un repas que tu vas manger au quotidien. Tu dois manger un repas qui est très très digeste et qui va juste te donner du glucose à disposition, un peu d'acide aminé à disposition. Compote de pommes ? Ça peut être la compote de pommes. Ça peut être pour la compote de pommes, certaines personnes ont du mal avec le fructose, en fait. Okay. Certaines personnes ont du mal avec le fructose. C'est un FODMAP aussi. Encore une fois, il faut le tester, mais pas le jour de la compote, pour comprendre si effectivement... C'est un FODMAP et certains ont des problèmes. Parfois, ça peut être intéressant. Ça, c'est ce qu'on voit plus pour les athlètes qui ont des problèmes digestifs au cours de l'effort. C'est les régimes à faible tolérance FODMAP dans les jours qui précèdent l'effort, déjà. Mais ça, c'est plus ce qui est expérimenté dans les sports d'endurance. Ok, ça marche. Mais je connais pas votre sport, je t'ai jamais vu de... Oui, c'est toujours compliqué de définir ce sport. Mais souvent, on dit, c'est un puissance endurance. Il y en a qui parlaient de force endurance, mais plutôt puissance endurance, étant donné que c'est viser le plus haut ratio rep minute dans un temps imparti. Mais avec une certaine charge, je veux dire... le fait que ça soit sans poser au sol, ça change déjà un petit peu la donne, quoi. Forcément. Moi, j'avais testé un petit peu le kettlebell à l'époque où je pratiquais la compétition en sport de combat. En fait, il y a Stéphane Dogman avec un préparateur de boxe qui avait fait quelque chose. Dominique Paris. Voilà, Dominique Paris. Oui, connu. Voilà, qui ont fait kettlebell conditioning. Ouais, et voilà, j'avais expérimenté un petit peu. Voilà, et que si Stéphane écoute ton podcast, je le salue. Voilà. Ah bah il l'écoutera sûrement, ça c'est sûr et certain. Donc, oui, il m'en rappelle. Ça avait bien marché pendant un moment d'ailleurs, son concept, et puis après ça s'est tout doucement atténué. Il a relancé d'autres concepts entre-temps, quoi. Mais c'est pas mal ce qu'ils font, en tout cas. Ça bougeait bien. Pour les boxeurs. ouais, c'était sympa. Juste pour boucler un petit peu, parce qu'on a parlé pas mal de nutrition, mais est-ce que tu fais un sport, toi ? Alors, moi, maintenant, je m'entraîne, je vais dire... En crossfit. Non. Non. J'ai beaucoup d'amis dans le crossfit. Moi aussi. J'ai beaucoup d'amis dans le crossfit et puis je rigole toujours parce que sur l'avatar de l'homme paléo qui fait des keeping pull-up après avoir bu un café gras. C'est toujours marrant. En plus, j'ai écouté un peu, j'ai pas tout écouté, mais c'était le podcast avec Christophe Bonnefond, notamment sur le régime paléo, et on disait mais régime paléo, mais tu sais que ton régime paléo varie en fonction des régions géographiques aussi, forcément. En fait, tu ne peux pas exactement savoir ce qui était consommé, ce que tes ancêtres ont consommé. Oui. Et même si tu le savais, ce serait pas forcément le régime qui est le meilleur pour la santé à long terme. Donc, voilà. Donc je rigole toujours avec le régime paléo et les crossfitters. Mais pour le sport, donc, moi je fais actuellement juste du sport pour me maintenir en forme. Donc je fais juste de la musculation en full body, tu vois. Et un petit peu de cardio, de la marche à côté. Mais j'ai pas d'objectif. Je veux pas avoir le meilleur physique du monde. Je ne veux pas avoir la meilleure performance du monde. Mais je veux être cohérent avec mon approche, être en bonne santé, voilà. Alors, ça me vient poser une question. Est-ce que pour toi, tu parles de cohérent avec ton approche ? Forcément, c'est lié aussi, les personnes qui pratiquent le fitness s'intéressent à ton travail. Est-ce que pour toi, l'image que tu dégages est vendeur par rapport à ce que tu proposes ? Est-ce que, par exemple, si je vais prendre un cliché, parce que ça revient toujours là-dessus, l'image que tu dégages, donc ton physique, est-il porteur de tes connaissances, dans le sens où si tu faisais 25 kilos de plus, est-ce que tu penses que tu aurais moins de personnes qui s'intéresseraient à ton travail ?
En fait, ça dépend toujours de la communauté que tu as, tu vois. Donc peut-être que si j'étais comme Fastly Food, j'étais très, très musclé, etc., que j'aurais une toute autre communauté qui s'intéresse plus à la performance, à la synthèse des protéines musculaires, devenir plus musclé. Et là, ma communauté, elle représente plus des personnes qui sont des passionnés de nutrition, des diététiciens. J'ai beaucoup d'étudiants en médecine et des médecins qui s'intéressent parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la médecine n'est pas la nutrition et la nutrition n'est pas la médecine. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et je suis très heureux que des médecins soient abonnés à moi et suivent mon travail. Et donc, si j'étais ces personnes, tu sais, si ton médecin de famille, si tu avais 20 kilos de plus, est-ce que tu es plus crédible pour lui? Bah non, tu vois. donc je dirais non. Les personnes qui me suivent actuellement ne me suivent pas pour mon physique. Il y a des personnes qui ont un bien meilleur physique que moi et respect à eux. Moi, tout simplement, c'est pas mon objectif actuel, tu vois. Et je pourrais passer beaucoup plus de temps à la salle de sport. Je pourrais passer beaucoup plus de temps à me focaliser vraiment là-dessus. Ça demande aussi beaucoup de focus mental quand on a un truc. Mais là, mon focus, il n'est pas là-dessus. Il est pour aider les gens, il est sur améliorer mes connaissances scientifiques. Donc, voilà, ce n'est pas ma focalisation. Et je ne pense pas que la communauté qui me suit soit vraiment... si j'étais à 10% de masse grasse, elle me suivrait plus, quoi. Alors, on a la dernière question. Si tu avais l'occasion de suivre un athlète en particulier, ce serait qui? Et si tu n'as pas de réponse, ou alors on peut répondre aux deux, quel serait le type d'athlète idéal à suivre selon toi? Crossfitter, boxeur de boxe anglaise, MMA Alors, cette question, c'est intéressant. C'est qu'en fait, moi, à l'heure actuelle... Je m'intéresse bien sûr à la nutrition sportive, hein, parce que je viens de là. Mais à l'heure actuelle, mon but n'est pas d'améliorer vraiment mon focus premier n'est pas de dire, voilà, je vais améliorer de 1 seconde le 5 km de quelqu'un, ou de 10 secondes le 5 km, la performance de 5 km. Et c'est plutôt d'améliorer la santé du plus grand nombre à l'heure actuelle, mais ça peut passer par... Bon, l'idée c'est que l'individu lambda va pas forcément me suivre. Ça, c'est important de prendre en considération. Okay. C'est que peut-être l'individu lambda, j'utilise des données scientifiques, je suis parfois un petit peu trop précis sur certains points. Donc, généralement, c'est les personnes qui sont un petit peu curieuses, c'est les passionnés de nutrition, c'est les diététiciens, c'est les coachs sportifs, c'est ce genre de personnes qui me suivent. Et si je peux transmettre des connaissances à ces personnes qui, eux, vont pouvoir vulgariser à leur entourage, leurs patients, leurs clients, voilà, j'ai pu toucher un maximum de monde comme ça. Voilà, donc mon but n'est pas vraiment de suivre une personne en particulier. Voilà, de suivre un athlète. C'est pour ça aussi je ne fais pas de coaching one-to-one pour ça. Et j'ai suivi aussi quelqu'un, Yele Host, qui a fait les CrossFit Games, qui était qualifié pour les CrossFit Games, là, et puis oui, ça a été annulé. Je pense savoir qui c'est, mais de loin, je pense. Ça a finalement été annulé à cause de la situation de Covid. C'était une bonne expérience de suivre quelqu'un qui est à ce niveau, mais je veux dire, ce n'est pas mon objectif actuel de coacher des super athlètes. Ok, très bon à savoir. Alors, une dernière chose quand même, parce que pour les personnes qui apprécient ton travail, tout comme moi d'ailleurs, tu as non seulement écrit ce livre dont on mettra le lien en description, comme j'ai précisé en début de podcast, mais tu fais également des formations. Ouais. Ok, est-ce que tu sais vite fait nous expliquer brièvement en quoi ça consiste Ouais, donc pour l'instant, j'ai fait qu'une formation. Il y a d'autres choses qui arrivent. Donc là, tu travailles beaucoup là-dessus, tu as plein de projets. J'ai trop de projets. Et j'ai trop d'idées et trop de projets. Donc, j'ai fait une formation l'année passée. Ça fait 1 an qu'elle est sortie sur la perte de graisse rapide. Donc, la perte de graisse rapide, parce qu'on revient à cette idée de croyance populaire où on dit perte de graisse rapide égale reprise de poids plus rapide et plus importante. C'est ce qu'on entend tous. Ah non, mais si tu perds du poids rapidement, tu vas reprendre 2 fois plus de poids, etc. Et en fait... Moi, je suis arrivé et je dis non, ce n'est pas le reflet des données. Voilà. Okay. Et donc, et puis je dis, ce n'est pas mon avis, c'est les données. Et si vous n'êtes pas content, bah, adressez-vous aux chercheurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Ah, ça va, c'est une bonne manière. Et donc j'ai fait une formation
là-dessus, parce que bien sûr, la perte de graisse rapide peut être horrible, parce qu'en fait, généralement, quand les personnes perdent du poids rapidement, c'est via des régimes de pacotille, comme j'appelle ça, où ils vont faire des soupes, boire des soupes, etc. Donc, ils vont perdre du poids rapidement, et puis ils vont faire n'importe quoi. Là, ils vont reprendre le poids plus rapidement. Mais ce n'est pas lié à la vitesse de perte de poids en soi. Et donc, j'ai voulu expliquer si une personne veut perdre du poids rapidement, comment le mettre en place de la meilleure des manières possibles. Et j'explique ça en prenant en compte les données scientifiques et la mise en pratique dans le monde réel. Parce que, bien sûr, il y a tout cet aspect environnement. Je dirais, on parlait par exemple le déficit calorique, qui est le dénominateur commun de tout ce qui fonctionne pour la perte de poids, bien sûr. Mais dit à quelqu'un, mets-toi en déficit calorique. De quelle manière? Et donc, pour que la personne comprenne ce qui est le plus adapté pour parvenir à un déficit calorique qui est important. Et tout cet aspect qui est très très important et probablement le module qui est plus important de ma formation, c'est l'after diet, qui est comment ne pas reprendre le poids perdu. Ok, comment gérer. Voilà, Okay. voilà, ça c'est vraiment très très important et j'ai réservé un module vraiment là-dessus. Donc j'ai fait cette formation et je vais dire, là j'ai ouvert une plateforme éducative, là je sais pas si tu as vu Vasilis Nutrition. Oui, j'ai vu. vasilisnutrition.com pour ceux qui veulent voir, les articles sont ouverts et je prévois d'autres projets par la suite. Magnifique. Et pour ceux qui écoutent le podcast, inscrivez-vous à ma newsletter parce qu'il y aura des choses exclusives dans ma newsletter. On affichera également ton Instagram où on peut retrouver les plateformes, enfin la plateforme en question aussi dans le lien en description. Donc ton Instagram sera mis. Est-ce qu'il y a un site aussi? C'est le site de la plateforme en fait. Hein. Ok, ben voilà, magnifique. Je pense qu'on a tout dit. Merci d'être venu. Toujours un plaisir. Et puis sans doute à refaire pour d'autres sujets sur la nutrition. Je suis toujours partant. Ça va, merci Vasilis, super. Au revoir, merci. Peut-être son Instagram. Ouais, ça a été dit. Ah, ça a été dit.